Pensez un instant aux usines automobiles ultramodernes ou aux immenses parcs solaires qui poussent un peu partout. L'économie marocaine accélère à une vitesse folle. Mais la vraie question, c'est qui va faire tourner ces moteurs? Bienvenue dans cette analyse où l'on va décortiquer une dynamique absolument vitale, à savoir le lien direct entre ce qu'on apprend sur les bancs de la fac au Maroc et la réalité d'un marché du travail en pleine mutation. Avec des industries mondiales qui s'installent à tour de bras, le système éducatif n'a pas le choix, il doit être le carburant de cette croissance. On va donc cartographier tout ça et voir comment les formations s'alignent, ou parfois franchement galèrent à s'aligner, avec les secteurs qui recrutent le plus. Au menu aujourd'hui, on va balayer l'héritage de ce système, le fameux grand écart entre les facultés et les grandes écoles, le rôle clé des régions, le marathon qu'est le parcours médical, et on terminera par les défis et les réformes à venir. Première étape, l'héritage et le système. Impossible de piger la situation actuelle sans un petit coup d'œil dans le rétro. Parce que oui, le Maroc ne fait pas que bâtir de nouveaux campus. On parle d'une tradition intellectuelle qui remonte littéralement au 9e siècle. Imaginez, Fatima Al-Firia fondait l'université Al-Qarawiyyin à Fès, l'une des plus anciennes au monde encore en activité. On y parlait déjà astronomie et mathématiques. On fait un bond dans le temps jusqu'en 1957 avec l'université Mohamed V à Rabat, le vrai point de départ de l'enseignement moderne après l'indépendance. Et ce n'est pas juste pour la fierté historique, Cet ADN de l'apprentissage pousse aujourd'hui les chercheurs marocains à briller à l'international en passant des parchemins anciens au laboratoire d'intelligence artificielle. C'est quand même un pont fascinant entre l'histoire et la tech de pointe. Et pour gérer cette immense machine de centaines de milliers d'étudiants, il y a un chef d'orchestre incontournable, le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est lui qui gère absolument tout. Les programmes, l'accréditation des diplômes pour que tout soit aux normes, le financement de la recherche, sans oublier l'organisation des fameux concours. Mais surtout, et c'est crucial, il distribue les bourses. Basées sur le mérite et la situation sociale, ces bourses sont une vraie bouffée d'oxygène. C'est le carburant social qui permet à des talents de tous les horizons de se transformer en futurs cadres, peu importe d'où ils viennent. On passe à la deuxième partie, la confrontation entre les facultés publiques et les grandes écoles. C'est vraiment là que le système se fracture. Et le contraste est tout simplement saisissant. D'un côté, on a les facultés publiques. Accès ouvert pour tous les bacheliers, frais d'inscription dérisoires, ça permet de démocratiser le savoir à une échelle massive, ce qui est super. Mais le revers de la médaille, c'est une surpopulation énorme et des formations souvent beaucoup trop théoriques qui retardent l'entrée sur le marché du travail. De l'autre côté du ring, l'univers des grandes écoles. Là, on parle d'une sélection impitoyable sur concours, d'un nombre de places hyper limité et d'un environnement pensé à 100% pour la professionnalisation. Résultat des courses, leurs diplômés se font littéralement arracher par les recruteurs, souvent avant même d'avoir leur diplôme en poche. Le secret de ces institutions hyper sélectives, c'est leur obsession pour la réalité du terrain. Leurs programmes sont taillés sur mesure avec les entreprises. On a l'EMI à Rabat pour l'industrie lourde et le génie civil, on a le réseau tentaculaire des ENSA, incontournable pour l'ingénierie informatique. Pour le commerce et la finance, ce sont les ENCG qui forment les futurs managers, et bien sûr l'INPT pour tout ce qui est télécom et cybersécurité. En clair, chaque école cible un secteur où ça recrute à tour de bras. C'est la voie royale, l'offre correspond pile poil à la demande. Troisième partie, les pôles régionaux. Parce que l'adéquation parfaite entre le diplôme et le job, ça se joue beaucoup sur la carte géographique. En fait, chaque université devient le moteur économique de sa propre région. Prenons Tanger par exemple. L'université Abdelmalek et Saadi explose littéralement. Pourquoi? Parce qu'elle est collée au mégaport Tanger Med et aux usines automobiles de Renault. L'université crache donc des experts en logistique et en génie industriel pour nourrir ces géants. À Casablanca, le cœur financier, l'université Hassan II forme les armées de financiers et d'auditeurs pour les multinationales. Et si on descend à Marrakech, l'université Kadi Ayad s'est fait un nom au niveau mondial sur la recherche en énergie renouvelable et la gestion de l'eau. Une réponse directe aux gros enjeux climatiques actuels. Et à côté de ces acteurs classiques, on a de vrais ovnis qui débarquent et changent totalement la donne. L'exemple parfait, c'est l'UM6P, l'université Mohamed VI Polytechnique. Avec des budgets colossaux, c'est devenu la référence absolue pour l'agriculture intelligente, l'intelligence artificielle et l'énergie verte. Et ça ne s'arrête pas aux frontières marocaines. Ils bossent avec les meilleures universités en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Là-bas, l'idée n'est pas juste de faire de la recherche pour publier des articles, c'est de transformer instantanément l'innovation en solutions industrielles concrètes. Quatrième partie, le parcours médical, un pilier absolu pour le pays et vous allez le voir, c'est du sérieux. Tout commence avec ce chiffre, 6. 6 années complètes, au strict minimum. C'est le temps qu'il faut pour juste valider la formation de base en médecine générale. Et ça déborde très souvent sur 7 ans. C'est un marathon mental et physique qui demande une résilience hors norme dès le premier jour, pour pouvoir encasser des volumes de connaissances tout simplement encyclopédiques. On parle d'un parcours structuré au millimètre. Au début, on mange de la théorie pure, anatomie, biochimie, mais très vite, on plonge dans le grand bas, avec les stages à l'hôpital. Ensuite, il y a le fameux concours de l'internat, une étape absolument redoutable. C'est ça qui ouvre les portes vers l'hyper-spécialisation, le résidanat.
Que ce soit pour devenir as du bistouri en neurochirurgie ou expert en cardiologie, ce sont ces années intenses qui forgent l'élite de la santé marocaine de demain. Mais attention, un hôpital ne tourne pas qu'avec des médecins. Les formations des instituts d'infirmiers et de techniciens de santé, les fameux ISPITS, sont tout aussi vitales. On y forme des pointures en anesthésie-réanimation, en pharmacologie, en gestion des urgences. La formation est tellement rigoureuse qu'elle vaut de l'or sur le marché mondial. Ces professionnels sont extrêmement chassés par les recruteurs. On a cruellement besoin d'eux au Maroc, bien sûr, mais ils sont aussi très demandés à l'étranger, de la France au Québec en passant par les pays du Golfe. 5e et dernière partie, les défis et les réformes. Parce qu'il faut être honnête, le système a ses failles et doit s'adapter d'urgence. Quand on regarde les chiffres de près, on voit bien que tout n'est pas rose. Le problème numéro 1, c'est la surpopulation critique dans les facs publiques. Les murs craquent sous le poids des nouveaux bacheliers. Et ça crée un paradoxe assez frustrant. Des milliers de jeunes avec des diplômes super théoriques, en lettres ou en droit par exemple, se retrouvent sur le carreau face au chômage. Pendant ce temps, les entreprises techno et industrielles hurlent parce qu'elles ne trouvent pas les profils dont elles ont besoin. C'est un décalage massif des compétences. Sans compter les gros écarts de financement entre les grandes villes qui raflent tout et les facs plus isolées. Heureusement, face à ce constat, ça bouge. De grandes réformes sont en cours pour redresser la barre. D'abord, adieu le monopole exclusif du français et de l'arabe. L'anglais devient une priorité absolue pour s'aligner sur les standards mondiaux du business. Ensuite, on numérise à fond les cursus. Mais le vrai game changer, c'est le terrain. Les stages en entreprise deviennent obligatoires beaucoup plus tôt dans les études. L'objectif, c'est de créer un pont direct et naturel entre la théorie des amphis et la vraie vie en entreprise. Au final, la stratégie de l'État est claire comme de l'eau de roche. On met le paquet sur les secteurs de demain. L'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, l'industrie automobile de pointe, la santé et le numérique. C'est là que se trouve la croissance, c'est là qu'est l'argent. L'enjeu, c'est de diriger massivement le flot d'étudiants vers ces filières pour que tout ce savoir se transforme directement en valeur économique pour le pays. Alors, après avoir disséqué cette immense mécanique où l'université essaye désespérément de suivre le rythme des usines et de l'innovation, on en vient à la vraie question. Avec tous ces budgets qui explosent et ces réformes qui chamboulent les campus, le but ultime n'est plus juste de trouver un job à un étudiant. Non. Face aux défis colossaux qui nous attendent tous, la grande question c'est comment ce système va-t-il forger les grands innovateurs et les leaders de demain ? C'est une transformation fascinante qu'on va suivre de très très près. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous aujourd'hui.